Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 décembre 2025. Dans cette deuxième vidéo de la série pour la Côte d'Ivoire, nous allons évoquer les disparitions de Grabé Nyambwe, la mort de Robert Gueye et le massacre de Dieucoué. Je l'ai dit dans la première vidéo, nous sommes les indigènes ivoiriens issus de 4 espaces culturels différents, des Akans, des Krou, des Mandés, des Gor ou Voltaïques, avec dans chaque espace culturel plusieurs ethnies. C'est la France qui, à la fin du 19e siècle, nous a engagés dans une communauté de destin, en nous donnant une unité territoriale et une unité politique à travers la création de la Côte d'Ivoire. Notre responsabilité collective, en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Ivoirien, est de bâtir une cohésion nationale entre nous, en vue de renforcer notre unité nationale, en vue de garantir une vie de paix et de prospérité pour nous-mêmes et pour les futures générations. Il est donc important pour les hommes politiques, gouvernants ou opposants, ainsi que toutes les personnes intervenant dans le débat public, d'être suffisamment responsables pour ne pas créer des problèmes entre les différentes communautés culturelles. C'est dans ce cadre-là que je veux parler aujourd'hui de la disparition de Grabé Nyambwe, de la mort de Robert Gueye et du massacre de Dieucoué, des événements qui font l'objet de secrets d'État inappropriés, de divers mensonges, de manipulations politiciennes, le tout aboutissant à des ressentiments tribaux, de profonde douleur pour certains de nos frères et sœurs. Ces faits constituent des brèches dans notre fragile unité nationale. La disparition de Grabé Nyambwe. Pour tous ceux que la vérité sur ce sujet intéresse, je vous conseille 2 livres. Le premier intitulé « Les événements de Gagnoa en 1970, l'affaire Grabé Nyambwe, un autre regard 32 ans après », livre écrit par Joseph Gadji Dabo, lui-même guébier comme Grabé Nyambwe, originaire des villages meurtris par cette tragédie. Le second livre est de Mathieu Ekra, ministre d'État, fidèle collaborateur du Houphouët-Boigny pendant près d'un demi-siècle. Le livre dont je ne me souviens plus le nom, mais c'est en quelque sorte les mémoires de Mathieu Ekra, c'est tous ces 2 livres-là. Je ne les ai pas sur moi actuellement. Alors, en résumé sur la mort de Grabé Nyambwe, retenons ceci. Grabé Nyambwe est un Ivoirien qui, après des années de séjour à l'étranger, rentre au pays dans la seconde moitié de la décennie 1960, à plus de 30 ans. Il crée un parti politique clandestin et manifeste publiquement sa volonté de participer à la vie politique nationale. Houphouët-Boigny, pensant que c'est un jeune cadre qui a besoin d'un bon emploi, le confie au ministre Mathieu Ekra pour s'occuper de lui. Mathieu Ekra reçoit donc Grabé Nyambwe et lui promet de le recontacter pour lui proposer un poste. En fait, le vieux s'était complètement mépris sur les réelles intentions de Grabé Nyambwe. Ce dernier disparaît de la circulation, se replie dans son village pour préparer une rébellion. Dans quelques villages du pays guébier, dans la région de Gagnoa, il se fait des militants endoctrinés et les prépare à la lutte politique armée. La rébellion du Grabé Nyambwe est lancée en octobre 1970. À partir de sa base située dans le Guébier, il lance une opération destinée à occuper la ville de Gagnoa. Et au moyen de tracts, il proclame la République des Burnis, dont
il est le dirigeant principal en tant que chancelier. Quelques personnes sont tuées par ces troupes. Et dans sa déclaration, Krabbe Nyambe parle de faire couler du sang et d'autres insanités du genre. Vraiment du n'importe quoi, à se demander même si ce monsieur avait toute sa tête. Alors les pouvoirs publics engagent des actions en vue de faire cesser les violences et d'arrêter les assaillants. Krabbe Nyambe et ses partisans prennent le maquis. Il s'ensuit des semaines de traque avant qu'ils ne soient tous capturés. Krabbe Nyambe est présenté comme un trophée, photographié torse nu entre deux autorités. Un cadre de l'administration territoriale en poste à Gagnoa, M. Léon Konan-Kofi, et un officier militaire, M. Gaston Wassenan Koné. Par la suite, Krabbe Nyambe a totalement disparu jusqu'à ce jour. S'il vivait encore, aujourd'hui, il aurait à peu près 90 ans, mais personne n'a jamais su ce qui lui est arrivé. Nous pouvons présumer qu'il a été tué. Depuis mon adolescence, dans les années 1970, j'ai entendu parler de cette affaire du Guébier. On disait Fouboigny a tué Krabbe Nyambe, a massacré des milliers et des milliers de bêtés dans le Guébier. Les gens parlaient de 5 000 morts, 10 000 morts. On parle de plus de 15 000 morts. Il a fallu attendre le livre de Joseph Gadji Dabo au début des années 2000 pour qu'on sache enfin la vérité sur le nombre de morts. Ils sont moins de 100. Exactement 71, si mes souvenirs sont exacts. Gadji Dabo donne vraiment tous les détails sur les morts, sur les souffrances causées aux populations par cette affaire. Alors, c'est quoi mes premières observations sur cette affaire Krabbe Nyambe? Krabbe Nyambe était un illuminé irresponsable qui a causé du tort aux siens. Ceci étant, les autorités ivoiriennes, après l'avoir capturé, n'avaient pas le droit de procéder à une liquidation extrajudiciaire de Krabbe Nyambe. Nous allons y revenir dans les conclusions de cette vidéo. La mort de Robert Gueye. Le 19 septembre 2002, Abidjan et toute la Côte d'Ivoire se réveillent dans la stupeur. Une rébellion armée est en cours. Des coups de feu nourris ont rythmé la nuit abidjanaise. Toute la Côte d'Ivoire se retrouve confinée, accrochée aux différentes sources d'information, radio et télévision. C'est ainsi qu'au cours de la journée du 19 septembre 2002, le ministre d'État Lida Kwasi, ministre de la Défense, informe la nation à la télévision de la mort du général Robert Gueye, ancien chef de l'État. Lida Kwasi explique en substance que Robert Gueye se rendait à la télévision pour faire une déclaration et qu'il est tombé sur une patrouille de l'armée ivoirienne et que l'ancien chef de l'État a trouvé la mort dans l'échange de coups de feu qui s'en est suivi. Je précise que c'est à la télévision nationale que j'ai entendu cela. Donc, des millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens l'ont entendu comme moi, puisque nous étions tous à la maison, à l'écoute de la moindre information sur cette tragédie que vivait notre pays. Donc, je le répète, de la bouche du ministre de la Défense, toute la Côte d'Ivoire a entendu que ce sont des militaires de l'armée ivoirienne qui ont tué Robert Gueye. Les images qui accompagnaient les propos du ministre montraient le corps sans vie de l'ancien chef de l'État, vêtu d'un jogging, gisant dans les herbes, bordant le boulevard de la Corniche à Cocody. Par la suite, dans les jours suivants, quand le président Gbagbo est rentré de sa visite officielle en Italie, il s'est adressé à la nation comme les circonstances l'exigeaient. Dans son intervention retransmise en direct à la télévision, le président Gbagbo a évoqué ses derniers rapports avec son prédécesseur à la tête de l'État. En substance, le président Gbagbo a dit à peu près ceci.
Robert Guéhi, je voulais faire la paix avec lui. Nous nous sommes rencontrés à Yamoussoukro pour faire la paix. Et il a pensé que c'était parce que j'avais peur de lui. Moi, je suis pour la paix. Mais si tu sors l'épée, je sors le glaive. C'est à la télévision ivoirienne, encore une fois, que j'ai entendu cela. Donc des millions d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens l'ont entendu comme moi. Quand sur le corps sans vie de Robert Guéhi, corps encore tout chaud, tu dis, il croyait que j'avais peur de lui. Moi, on ne joue pas à moi. C'est un aveu de ta responsabilité dans sa mort. En plus, les propos du président Gbagbo étaient conformes et complétaient les informations données par le ministre de la Défense qui disait que Robert Guéhi était tombé sous des balles de soldats de l'armée ivoirienne. Quelques années plus tard, en 2006, au moment des obsèques de l'ancien chef de l'État, parce que le pauvre Guéhi, son corps a poireauté pendant 4 ans à la morgue d'Abidjan, pour dire que vraiment le pouvoir était fâché contre lui. Pendant 4 ans, son corps était à la morgue. Donc, pendant les obsèques de l'ancien chef de l'État, il fut étonnamment question de qui a tué Robert Guéhi. Véritable coup de théâtre. Selon la nouvelle version du discours officiel, ce n'était plus le régime de Gbagbo qui avait tué Robert Guéhi. Et le pouvoir Gbagbo insinuait que Robert Guéhi avait été tué par les rebelles. Et nombreux sont nos compatriotes qui ont cru et croient encore aujourd'hui à cette version, car venant du pouvoir. Il s'agissait pour moi là d'une réécriture inacceptable de l'histoire. Pourquoi est-ce que je reviens sur cet épisode de notre histoire? Un ancien chef de l'État abattu, dont le corps traîne dans la rue, ce n'est tout de même pas banal, frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Mon propos ici n'est pas de me plaindre de la mort de Robert Guéhi ou de défendre les rebelles. Pas du tout. Mon propos est d'affirmer l'importance de la vérité dans l'édification de la cohésion nationale. On ne peut pas bâtir une cohésion nationale sur le mensonge d'État, sur la falsification des actes posés par les autorités publiques. En tant qu'autorité, ce qu'on fait, on dit pourquoi on le fait et on l'assume. On peut se tromper, personne n'est Dieu. Mais une autorité digne de ce nom assume ses actes. Par ailleurs, il pouvait y avoir de bonnes raisons d'État d'éliminer Robert Guéhi dans ces circonstances troubles du déclenchement de la rébellion de 2002. Le président Laurent Gbagbo pouvait détenir des informations secrètes qui justifiaient cette élimination de Robert Guéhi. Même pour nous autres, un certain nombre d'indices conduisaient à une suspicion légitime de l'implication de Robert Guéhi dans cette tragédie. Premier indice. Un de ses proches, Bala Keïta, s'est fait assassiner au Burkina à quelques jours du déclenchement de la rébellion. Qu'est-ce que Bala Keïta, proche de Robert Guéhi, faisait au Burkina où la rébellion se préparait à quelques jours du déclenchement de la rébellion? Deuxième indice. Même si la rébellion était composée majoritairement d'originaires du Nord, on se souvient, Radio France Internationale et tous les médias internationaux disaient oui, rébellion du Nord musulman contre le Sud chrétien. Donc même si la rébellion était composée majoritairement de gens du Nord, de nombreux fils de l'Ouest, la région de Robert Guéhi, prit part à cette forfaiture. Par exemple, les seuls officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, originaires du sud du pays, à prendre part à la rébellion, étaient de la région de Robert Guéhi, comme le colonel Michel Gueux ou le commandant Gaspard Deli Dro. L'ouest du pays en devait une des bases de la rébellion, ce que les pauvres populations de l'ouest
paieront cher, très cher. Nous y reviendrons. Troisième indice. L'un des seigneurs de la rébellion dans l'Ouest était un certain Félix d'O. Mais qui était ce Félix d'O? C'était un personnel domestique du général Robert Guéhi. Donc encore un proche de Guéhi aux commandes d'une branche de la rébellion. D'ailleurs, à propos de ce sinistre Félix d'O, on le disait en réalité de l'ethnie baoulé. Donc il devait s'appeler Kwasi, Kwadio, Konaou, Kwaku. Mais puisqu'il fallait être de l'Ouest pour être un chef de la rébellion dans l'Ouest, il s'était donné un nom de l'Ouest. Donc il s'appelait Félix d'O. Comprenez donc que mon propos ici n'est pas de plaindre Robert Guéhi ou de défendre les rebelles. Mon propos est de défendre la vérité. Pour notre cohésion nationale, pour notre mémoire collective nationale, les actes publics doivent être consignés avec précaution, avec sérieux. Les États respectables traitent avec soin l'archivage des actes publics qui constituent la mémoire nationale. Un chef de l'État ne doit pas pouvoir dire un jour, celui-là, je l'ai tué, je lui ai montré que je suis plus garçon que lui. Et puis un autre jour dit, ah non, 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 c'est pas moi qui l'ai tué, c'était l'autre qui l'a tué. Ce n'est pas sérieux. On ne fait pas n'importe quoi au sommet d'un État. Le massacre de Diokwe. Comme je l'ai dit plus haut, sur la base d'un certain nombre d'indices, on peut soupçonner Robert Guéhi d'être à l'origine de l'implantation de la rébellion dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de base de la rébellion dans la région d'Azopé? Mais parce qu'il n'y avait aucun fils d'Azopé dans la rébellion. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de base de la rébellion dans la région de Bondoukou? Pourtant, ils ont tenté de s'y implanter à Bondoukou. Mais parce que les populations de Bondoukou ne leur ont laissé aucune chance de prendre souche chez eux. Alors, si dans une région, certains cadres, pour leurs ambitions personnelles, induisent leurs parents en erreur et permettent à cette calamité qu'est la rébellion de s'installer, mais ils se rendent en partie responsables de la mise en danger de leurs parents, la mise en danger des innocentes populations qui n'ont rien demandé. Parce que la rébellion, c'est qui la rébellion? Oui, on dit de façon simpliste rébellion du nord musulman contre le sud chrétien, mais dans la réalité, les troupes rebelles incluent dans leur rang des individus et mercenaires de toutes origines, y compris des pays voisins, des jeunes gens sous l'influence de toutes sortes de substances, des drogués et autres. Dans cette tragédie de l'ouest de la Côte d'Ivoire, il a été question, à un moment donné, souvenons-nous-en, de l'évacuation des mercenaires venus du Libéria. Dans une rébellion en Côte d'Ivoire du nord musulman contre le sud chrétien, pourquoi parle-t-on de Libériens? Ben c'est ça le désordre. Alors quand un tel désordre s'installe dans une région, il est difficile de s'en défaire. Surtout dans cette Côte d'Ivoire où il n'y avait plus d'autorité digne de ce nom. Dans un rapport de la CPI sur les graves exactions dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en 2011, il est question d'affrontements entre d'un côté des forces pro-Ouattara et de l'autre des forces pro-Babo. Je propose que nous nous penchions sur ces désignations de forces pro-Ouattara et forces pro-Babo. Les forces pro-Ouattara n'étaient rien d'autre que les forces rebelles que nous connaissions depuis 2002. Leur chef Guillaume Soro était pourtant, depuis 2007, Premier ministre, faisant ami-ami avec Babo Laurent. Charles Blé Goudé a même dû présenter des excuses à Guillaume Soro pour avoir demandé que ce dernier dépose les armes.
ben, au moment décisif de la crise post-électorale de 2010, Guillaume Soro a rejoint l'hôtel du Golfe, le QG de la coalition pour Ouattara, laissant Laurent Gbagbo à ses illusions. Ouattara étant un opposant qui décide de s'engager dans la lutte armée, parce que bon, si on parle de faute pour Ouattara, c'est que Ouattara a pris les armes. Donc étant un opposant qui s'engage dans la lutte pour la lutte armée, il est tout à fait normal qu'on parle de force pro-Ouattara. En revanche, pour le président Gbagbo, il y a problème. Pourquoi parle-t-on de force pro-Gbagbo alors que la Côte d'Ivoire dispose d'une armée nationale? Il ne faut pas croire que la CPI s'est trompée de terme, non. Elle parle de force pro-Gbagbo parce qu'il s'agissait de bien de milices et non les forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Comme nous l'avons déjà dit, de nombreux fils de l'ouest du pays sont à l'origine de l'installation de la rébellion dans leur région. Souvenons-nous qu'au sorti des assises de Marcoussis Kleber en 2003, les seuls ministres de la rébellion originaires du sud de la Côte d'Ivoire étaient originaires de l'ouest, comme Michel Gueux et Roger Banchi. Il n'y avait pas de Lasmel dans les ministres rebelles. Il n'y avait pas de Yapo dans les ministres rebelles. Il n'y avait pas de Adingra dans les ministres rebelles. Ni de Amouakon dans les ministres rebelles. Donc l'implantation de la rébellion dans l'ouest du pays, répétons-le, a été rendue possible grâce à l'implication des cadres de l'ouest dans cette forfaiture. Cette présence des rebelles, il faut le savoir, a un prix, représente des épreuves au quotidien pour les populations civiles ainsi que pour les opérateurs économiques de la région. Des installations anarchiques des rebelles sur les propriétés des populations, des confiscations de biens. Je me souviens, à l'époque, mon voisin à Abidjan, un exploitant forestier installé dans le Grand Ouest vers Danané, il a perdu tout son outil de travail, tout son matériel. Combien de fois il n'a pas cherché à rencontrer ce triste individu, ce sinistre individu, Félix Do, pour pouvoir récupérer son matériel. Il n'a jamais pu récupérer son matériel. Il en est décédé, le pauvre monsieur Diaby. Donc, confiscation des biens, occupation des forêts, usage de voies de fait, massacre, des assassinats et des viols. C'est ça, la rébellion qui est installée dans une région. Alors, dans une telle situation, il est normal que les pauvres populations cherchent des solutions pour se défendre. D'où l'idée de créer des forces d'autodéfense. Alors, sur sollicitation de cadres FPI de l'Ouest, cadres niveau ministériel et autres, les cadres de l'Ouest, le président Gbagbo choisit de fournir des armes destinées aux jeunes pour se défendre leur village, défendre leurs parents. Au lieu de missionner les forces armées nationales de Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité des populations, non, le président Gbagbo choisit de donner des armes aux populations, aux jeunes pour se défendre. Je vous ai raconté une anecdote pour pouvoir faire comprendre le sens de la responsabilité d'un vrai dirigeant. Dans la Palestine mandataire, les Juifs avaient beaucoup de groupes d'autodéfense paramilitaires parce que bon, il fallait se protéger contre les attaques des Arabes et même dans la lutte contre les autorités britanniques, des fois il fallait montrer du muscle. Donc les Juifs avaient, avant la création de l'État d'Israël, des groupes d'autodéfense paramilitaires. Et quand l'État a été proclamé en 1948, on sait très bien que dès le lendemain, 5 États arabes
le Liban, la Syrie, l'Irak, la Transjordanie et l'Égypte, dès le lendemain de la proclamation de l'État hébreu, vont attaquer Israël. Donc au tout début, Israël n'a même pas encore d'armée. On vient de proclamer l'État, on n'a même pas encore eu le temps de créer les institutions, comme l'armée. Donc ce sont ces groupes-là qui vont tout de suite se mobiliser pour la défense de l'État. Et c'est par la suite que David Ben Gurion crée Tsahal, l'armée de défense du peuple d'Israël. Et alors, il a demandé à tous les groupes de cesser leurs activités, de se joindre dans Tsahal. Il y a un des groupes, l'Irgun, qui disait « Ah non, 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 nous sommes en pleine guerre, on ne peut pas arrêter. » Et il continuait de recevoir des armes de l'extérieur. Et il devait recevoir un bateau, une cargaison d'armes. Et Ben Gurion a dit non. Ces armes-là ne rentrent pas ici. Et les Juifs vont finalement se faire la guerre, se tirer dessus. En pleine guerre contre les Arabes, les Juifs se tiraient les uns sur les autres. Et Ben Gurion va faire bombarder le 22 juin 1948 ce bateau qui était l'Altalena. Et il a coulé le bateau pour dire que ce bateau n'arrive pas ici. C'est pour dire quoi? C'est ça un État responsable, c'est ça les irresponsables. On est en guerre, mais nous avons une armée nationale. On ne permet pas à tout le monde comme ça de prendre des armes. Donc c'était irresponsable de la part du président Gbagbo de faire livrer des armes à des civils sans formation militaire en plus. Et ce sont ces jeunes-là, insuffisamment formés au maniement des armes, qui, pendant la crise post-électorale, devenus les forces pro-Gbagbo, dont parle le rapport de la CPI, ces jeunes-là vont se retrouver face aux rebelles aguerris de Guillaume Soro, désormais appelés forces pro-Ouattara. Mais dès les premiers coups de feu, ces milices pro-Gbagbo vont fuir tout simplement. Et les forces pro-Ouattara non seulement prennent le dessus, mais massacrent les pauvres populations, les civils amenés. Un vrai massacre. Et le rapport de la CPI est très clair là-dessus. Ils disent que les forces pro-Ouattara ont tué de nombreux civils non armés dans des dizaines de localités, dont tous les Pleux, Bleu-le-Quin, Diglo, Dueco et autres. Donc, les cadres de l'Ouest et Laurent Gbagbo ont une énorme responsabilité dans cette tragédie de l'Ouest. Frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, notre pays ne s'en sortira pas si nous ne disons pas la vérité. Il faut être honnête intellectuellement. Il ne faut pas aller dire aujourd'hui, les Dioula du Nord ont tué les Ouai de l'Ouest, pendant que cette tragédie est le résultat d'une vraie gabegie, résultat d'un désordre créé par des irresponsables, résultat d'une totale incompétence au sommet de l'État. Alors, j'arrive à la conclusion de notre vidéo. Pour les événements du Guébi en 1970, non, ce ne sont pas les Baoulés qui ont tué les Dida et les Bété. C'est un écervelé, Krabé Nyangwe, qui pour ses ambitions, a mis ses parents en danger. Les pouvoirs publics avaient le devoir de rechercher et de mettre aux arrêts Krabé Nyangwe et tous les séditieux qu'il a engagés dans sa folle aventure. Nous pouvons regretter que Krabé Nyangwe ne put pas bénéficier d'un procès public équitable, oui. Là est assurément l'erreur du régime du Faux-Boigny. Erreur qui va alimenter toutes sortes de mensonges et de manipulations. Certains démagogues en ont fait un fonds de commerce politique, abusant d'une clientèle maintenue dans un esprit de clan tribal assiégé. Ce qu'il faut dire, c'est que l'État est une continuité. Et comme je l'ai dit, si Krabé Nyangwe vivait encore aujourd'hui, il aurait près de 90 ans. Donc on peut penser que l'essentiel des acteurs, des protagonistes de cette histoire n'existe plus. Mais il peut y avoir toujours des gens qui sont là à qui il faudrait faire justice. Je sais qu'à l'époque, Bédier, le président Bédier avait essayé en son temps, quand il était aux affaires, de faire quelque chose. Pour moi, il appartient, ça grandirait l'État, de chercher à voir peut-être y a-t-il encore des injustices à réparer, parce qu'il y a des pauvres populations innocentes qui souffrent toujours dans ce genre de situation. Et ça grandirait l'État, ça grandirait le pouvoir actuel, de voir s'il n'y a pas encore des injustices à réparer dans cette affaire du Guébier.
1995, le boycott actif. Non, ce ne sont pas les BT qui ont tué les Baoulés dans les forêts de l'Ouest. Non. C'est un politicien, Laurent Gbagbo, qui a engagé ses militants et suiveurs dans la violence pour faire bonne figure auprès de son nouvel ami de l'époque, Alassane Ouattara. Souvenons-nous, il venait de s'allier dans le Front républicain et Gbagbo avait déjà menacé. Il avait dit, quiconque dira que Ouattara ne peut pas être candidat me trouvera sur sa route, sur son chemin. Donc il voulait joindre l'acte à la parole pour prouver à son nouvel ami, Alassane Ouattara, que de Washington, il pouvait compter sur lui, Gbagbo, pour faire le travail sur le terrain. Un véritable dévouement de Gbagbo pour Ouattara. J'espère qu'un jour, nous saurons quelles étaient les raisons réelles de ce dévouement spécial particulier de Gbagbo pour Ouattara à partir des années 94-95. Le massacre de Diokoué de 2011. Non, ce ne sont pas les Djoula qui ont tué les Oué. Ce sont les forces pro-Ouattara, composées des éléments de la rébellion conduite par Guillaume Soro et diverses milices, incluant des mercenaires de tous bords, y compris des étrangers. Un ramassis de voyous et de drogués qui ont perpétré des crimes sur des innocentes populations. Allez dire à la famille de mon voisin et ami grand frère Diaby, allez dire à sa famille ce sont des Ivoiriens, des musulmans du nord de la Côte d'Ivoire, de Bondioula. Allez leur dire que eux qui ont tout perdu dans l'Ouest, combien de fois monsieur le grand frère Diaby m'expliquait qu'il a essayé de rencontrer Félix Do pour pouvoir récupérer son matériel, il n'a jamais réussi, il en est mort le monsieur. Donc allez dire à cette famille-là que ce sont les Djoula qui ont ravagé l'Ouest. Eux, ils ont tout perdu, ce sont les Djoula. Ce sont aussi, ne l'oublions pas, répétons-le, les cadres de l'Ouest qui, pour leurs ambitions personnelles, ont favorisé l'implantation de la rébellion dans cette région. On a le droit de nourrir des ambitions. L'ambition de servir son pays est noble. Moi qui vous parle, j'ai créé un parti politique depuis 2003, au lendemain de la rébellion justement. Je cherche donc depuis 2003 des voies et moyens pour apporter ma contribution à la bonne gouvernance de mon pays. Ça fait plus de 20 ans que je nourris des ambitions politiques. Aujourd'hui, je continue mon combat, comme je peux. Je me fais entendre, j'écris des livres, je fais des vidéos, mais je ne vais pas, parce qu'il faut à tout prix que je m'impose ou que je devienne quelqu'un, aller à Abangourou, chez moi, créer une rébellion avec mes parents, ou aider une rébellion à s'installer contre le pouvoir en place. Ce serait totalement irresponsable. Par rapport au massacre de Diokoué, certains sollicitent aujourd'hui la Cour pénale internationale pour obtenir justice. Même le président Gbagbo en a parlé. Il va tenter une action pour qu'il y ait justice. Bon, libre à eux. Pour moi, nous n'avons aucunement besoin de la CPI, ni pour la manifestation de la vérité, ni pour le passage de la justice. Nous savons tous, nous-mêmes, ce qui s'est passé. Nous, Ivoiriennes et Ivoiriens, devons d'abord retrouver un esprit d'union. Alors, progressivement, nos douleurs s'estomperont et nos plaies cicatriseront. Et enfin, la réconciliation arrivera comme le résultat de toutes les bonnes volontés qui se seraient mises en mouvement pour que la justice, pour que la vérité se manifeste, pour que justice soit rendue. En tout état de cause, l'État de Côte d'Ivoire, pour notre cohésion nationale, doit se pencher sur cette situation de l'Ouest et réparer ce qui peut l'être, oui. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui n'ont rien demandé, des innocents qui ont tout perdu. J'ai parlé de la famille Diaby qui a perdu tout son outil de travail. Donc aujourd'hui, et surtout que ceux qui ont commis ces exactions étaient désignés comme des forces pour Ouattara et que c'est encore Ouattara qui est au pouvoir, il y a certainement des gens, des justices qu'il faut réparer. Et ça doit être une préoccupation au niveau de l'État.
Merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des graves atteintes à l'état de droit sous l'administration Ouattara. Ça fait des décennies que j'observe attentivement ce qu'il se passe dans mon pays, dans notre pays. Et je puis affirmer que nous n'avons jamais atteint un tel niveau de péril sur les libertés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous devons sortir de cette situation périlleuse pour l'ensemble de la nation. Je vous prie de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour aider la chaîne Mature Afrique à avancer. Mieux, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines invitations à réfléchir ensemble sur la conduite de notre pays, l'Afrique et le monde. Je vous remercie.